BFM TV, le 20h de Ruquier. Laurent Ruquier, Julie Hamet. Bonsoir madame, bonsoir monsieur, bonsoir Julie, heureux de vous retrouver. Mais très heureuse aussi, bonsoir à tous. Nous sommes le lundi 27 novembre et vous le savez sûrement déjà, 3 familles d'enfants français sont dans la cruelle attente de leur libération par le Hamas, puisqu'ils figureraient, ces enfants, sur la liste des 11 otages qui pourraient être libérés ce soir. Évidemment, si nous avions la moindre confirmation de cette libération d'ici 21h, nous ne manquerions pas de vous en informer. Cela va de soi, Julie. En attendant, en France, alors qu'on apprenait ce week-end la disparition de l'ex-maire de Lyon, monsieur Gérard Collomb, Premier ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron de 2017 à 2018, c'est la phrase qu'il a prononcée lors de son départ de la place Beauvau qui fait écho aujourd'hui au drame de Crépol qui a coûté, on s'en souvient, la vie à Thomas. C'était il y a 8 jours déjà. Phrase donc qui fait écho aussi à la descente samedi soir d'ultranationalistes à Romans-sur-Isère. Je rappelle la phrase: aujourd'hui on vit côte à côte, je crains que demain on ne doive vivre face à face. De tout ça, nous allons parler évidemment ce soir et justement, chère Julie, sans plus attendre, je vous laisse nous présenter ceux qui sont face à face ce soir entre nos débatteurs et nos premiers invités. On est avec Louis Morin ce soir, journaliste politique et réalisateur. Bonsoir à vous, bonsoir, Louis. Julie. Bonsoir, avec Laurent. Charles Consigny, avocat pénaliste. Bonsoir à vous, Charles. Avec Louison, dessinatrice et autrice. Avec Pablo Pio-Vivien, rédacteur en chef de la revue Regard. Bonsoir. Et on accueille notre invité ce soir, c'est Stanislas Rigaud, président de la Génération Z. Bonsoir à vous. Z comme Zemmour, hein, il faut quand même le rappeler. Et on va démarrer justement par un sujet qui tient à cœur à Éric Zemmour et à vous, j'imagine, Stanislas Rigaud. L'histoire des prénoms qui n'ont pas été dévoilés dans un premier temps, ce qui a fait le JDD, entre autres, ce week-end. Mais oui, alors le parquet de Valence a choisi de ne pas communiquer donc le nom de ces suspects. Les prénoms qui n'ont été diffusés dans les médias que ce dimanche. Faut-il publier donc ces prénoms des mises en examen? Peut-être qu'on peut regarder la réaction déjà de Thibault de Montbrial, avocat. Voilà ce qu'il dit. La décision de ne pas mentionner le nom du meurtrier présumé de Thomas est une erreur politique majeure. Le nom sortira de toute façon et l'autorité de l'État sera un peu plus abîmée par cette petite lâcheté. La colère légitime est déjà acquise. Stanislas Rigaud, c'est une faute politique ? Oui, je pense, parce que les Français, beaucoup de Français se doutaient de l'origine des prénoms qui ont été dévoilés. Et je pense que l'État devrait être transparent dans ce genre de situation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison de cacher ces prénoms-là. Je crois que beaucoup de gens déjà s'en doutaient. Et puis surtout, pourquoi les cacher ? Si ce n'est parce que justement, on sait très bien le lien qui va être fait par la suite. Et ce lien, c'est celui que nous avons longuement évoqué avec Éric Zemmour pendant toute la campagne présidentielle. C'est le lien entre délinquance, insécurité et immigration. Alors, ça c'est vrai. Au fond, on peut être d'accord avec vous sur le fait qu'on ne voit pas la raison pour laquelle on peut cacher ces prénoms. Mais une fois qu'on les a, ces prénoms, pardon de vous poser cette question, même si je connais la réponse, qu'est-ce que ça change? Vous dites que ça fait un lien avec l'immigration. Ce sont des prénoms, pardon de vous dire, de jeunes Français, même si leurs parents étaient ou grands-parents immigrés. Je sais que ça vous fait rire à chaque fois, ça. Non, mais c'est vrai, c'est deux France qui s'opposent. On en revient à la fameuse phrase, effectivement, de monsieur Gérard Collomb, à qui on peut rendre hommage au passage. Mais c'est vrai que cette phrase, le face-à-face, on a face-à-face, certes, des prénoms d'origine étrangère qui ont été choisis par les parents. Je sais qu'Éric Zemmour est contre le fait qu'on donne des prénoms d'origine étrangère, mais quand même, qu'est-ce que ça change? Ce sont de toute façon des Français que vous n'aimez peut-être pas, mais des Français. C'est pas qu'on les aime pas. Simplement, on entend à longueur de plateau que ça n'a aucun rapport avec l'immigration. J'ai eu l'occasion de venir débattre sur ce plateau il y a quelques jours maintenant. Mais en tout cas, avec l'immigration récente. Bien sûr. On ne sait pas, ça se trouve c'est leurs parents, on verra. Je ne pense pas qu'ils viennent d'arriver en France, ces jeunes garçons. Ils sont français, bien sûr, c'est ce que je dis. En tout cas, Laurent Ruquier, personne ne fera croire que cette immigration-là est là depuis 2000 ans. Voilà tout. Et ce qui est choquant pour les gens à chaque fois, c'est cette façon d'être dans le déni. C'est-à-dire que, oui, une fois qu'on a les prénoms, très bien, je ne dis pas que c'est l'information la plus importante. Simplement, quand on le dit et que les médias, la justice et les politiques au pouvoir le cachent, on est choqué. Et d'ailleurs, moi, ce qui m'a beaucoup marqué dans cette affaire des prénoms, c'est le Gérald Darmanin, et c'est le Figaro, je crois, qui révèle ça, les donne à un autre ministre, qui souffle après à la presse. Si les Français savaient le prénom, cela pourrait conduire à beaucoup d'énervement et beaucoup d'agacement. C'est pas moi qui le dis, c'est un ministre à qui s'est confié Gérald Darmanin. Et s'ils l'ont caché, c'est qu'ils ont peur justement de ces affrontements. À tort, je pense à tort, parce que je suis d'accord avec vous sur le fond qu'il n'y a aucune raison de cacher ces prénoms. Mais voilà, mais pourquoi les cacher? En fait, si on les donnait directement, mais vous et moi, on n'en débattrait même pas ce soir. Ce serait un fait.
basta. Ah BFM, on Et donne si- les prénoms. On le donne maintenant sur BFM TV s'ils sont mis en examen et s'ils sont majeurs. Voilà, c'est la décision de la rédaction. Oui, s'ils sont majeurs, mais ils sont majeurs aujourd'hui. Et beaucoup. en l'occurrence, ils ne sont pas tous majeurs. Mais beaucoup le sont. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on dit ils donnent les prénoms ou ils ne donnent pas les prénoms. C'est à la presse, en fait, normalement, que ces prénoms, c'est à la presse de décider si oui ou non ils les mettent dans leurs articles ou dans leurs papiers ou dans leurs reportages à la télévision. Et c'est vrai que jusqu'à présent, c'est exactement ce que disait Julie, c'est-à-dire qu'il n'y avait que lorsqu'il y avait une mise en examen et que c'était un majeur que ces prénoms étaient donnés, étaient révélés. Là, aujourd'hui, effectivement, à cause principalement de l'extrême droite, il y a une course aux prénoms. Et d'ailleurs, Monsieur Rigaud, sur ce plateau la semaine dernière, avait dit « Moi, je fais le pari que j'ai tous eu ces raison. prénoms, Et etc. » j'ai eu raison ou pas? Peu importe. J'ai eu C'est-à-dire raison que ou pas genre, il y a- C'est il y a- ça le sujet. Non, Oui, c'est-à-dire mais que faire le il y a- pari on quand voit- il y a une enquête en cours Exactement. et qu'on n'a pas les éléments. mais voilà, après, bah ça là, on sert va venir aussi. sur le fond. Mais c'est-à-dire Attendez, que, en fait, dès le début, non mais juste, Mais allez-y, je foncez, vais jusqu'au foncez. bout de mon idée, c'est-à-dire que, en fait, dès le départ, on sait très bien en fait ce que l'extrême droite, qui est aujourd'hui très puissante dans ce pays, va faire de ces prénoms. Elle va les récupérer et associer le fait culturel fantasmé qu'elle voit dans ce ou dans ces prénoms et en faire un argument et dérouler un argumentaire raciste derrière, mais attends, pointant, les Non, immigrés mais ou les faites descendants pas, Il y a d'immigrés. plein de choses qui sont dites en Ouais. même temps, on va essayer Et d'y beaucoup de répondre. D'abord, Charles Consigny, je vous redonne la parole, Stanislas. je- je- Non, mais je peux pas laisser dire ce que dit Pablo. Moi, je pense que ça permet tout simplement de poser un diagnostic simple. C'est qu'on a, Simpliste. c'est qu'on a des difficultés avec une partie des jeunes Français. C'est vrai. Moi, je le vis très directement comme avocat. Je vois ce qui se passe. Ça, dans c'est les un constat tribunaux, qu'on peut dans les- tous dans les- dans partager. les- Il n'y a dans les pas de cours problème avec d'assises. ça. On Mais voit- on après, voit bien. Oui, mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait? C'est là, on différera sans doute sur certains éléments, mais moi, je pense quand même qu'il ne faut pas se voiler la face. Il y a un problème d'ensauvagement d'une partie de la jeunesse française qui décroche de la collectivité, qui décroche du système scolaire, qui décroche du monde professionnel et qui s'enfonce dans une radicalité de violence et dans des faits de délinquance ou de criminalité. Ça, c'est une réalité factuelle. On peut après débattre de qu'est-ce qu'on fait pour l'arrêter. Moi, j'ai un certain nombre d'idées. Je pense, c'est là-dessus seulement que je rejoindrai le jeune Rigaud, que je pense qu'une immigration trop massive a abouti à ce qu'on n'a pas pu intégrer des gens, et donc on a eu des familles, et ça c'est quelque chose qu'on constate, avec des pères absents, avec des mères dépassées, avec beaucoup d'enfants qui grandissent dans les mêmes endroits, avec des gens qui ont les mêmes difficultés, et les jeunes, en pratique, qu'est-ce qui se passe? Ils se retrouvent entre groupes en bas des tours, et ils finissent par... C'est vrai, mais je vous interromps. des faits Je serais délinquance curieux de savoir, quand vous parlez d'immigration massive, de quelle époque et de quand ça date, parce que de quelle génération on parle C'est très intéressant. On parle Non, de mais ces c'est 30 très dernières intéressant. années. Mais oui, je crois que c'est très intéressant. je suis Parce que peut-être que leurs grands-parents étaient déjà là et Bien sûr. qu'au fond, on fait peut-être le même constat, mais je suis désolé, voilà des enfants qui sont des jeunes, qui sont, certes, vous les appelez comme vous voulez, des délinquants, des agresseurs, Ouais. on sera d'accord avec ça, mais qui sont de toute façon quand même des Français dont les parents peut-être étaient eux-mêmes Français et c'est peut-être seulement les grands-parents qui sont arrivés. En France, il y a je ne sais combien de décennies. Laurent Ruquier, vous avez justement eu en chroniqueur il y a maintenant plusieurs années Éric Zemmour. Je crois que le problème de l'immigration, un monsieur comme Éric Zemmour, il en parle depuis maintenant 15-20 ans. Donc ce sujet-là, il n'est pas nouveau. Simplement, quand on a des personnes, comme ce soir sur le plateau, qui dès que l'on parle de ce sujet-là, sortent le mot racisme, c'est du racisme, on n'a pas le droit de le dire, vous êtes méchants, vous êtes d'extrême droite. Attendez, dès lors qu'il y a ça, on se coupe du débat de fond. Le problème n'est pas je tant le finis, racisme, je finis, Stanislas Monsieur Rigaud, Ruquier, pardon. Monsieur Ruquier, Laurent Juste, je voudrais vous dire- Monsieur Ruquier, je finis en un mot. Alors, allez-y, je finis en un mot. terminez. Parce qu'il n'y a absolument aucun fantasme là-dedans. Et je vais vous prendre un exemple très concret. Les chiffres de la délinquance en lien avec l'immigration. Ce n'est pas moi qui les donne, c'est M. Darmanin qui est macroniste. M. Darmanin, il dit quoi? 55% de la délinquance à Marseille est étrangère. Dans les transports en commun, 90% des vols sont faits par des étrangers, non pas des personnes issues d'immigration, mais des étrangers. Et parce qu'il y a des gens sur des plateaux de TV qui passent leur vie à pigner sur l'extrême droite, etc., sur le racisme, eh ben on débat pas du fond. Là, ce que vous avez fait de l'invective. Non, mais moi je vais vous dire, et ça n'a fait pas le lancer le débat, problème, monsieur. le problème, c'est le fait culturel que vous pointez en disant ce sont des immigrés ou ce sont des c'est descendants factuel ou d'immigrés. Non, mais si vous voulez, il est factuellement juste. Ah, Le- voilà. mais Merci, on ne ok. peut pas, Vous dites réduire souvent, vous le dites la pas souvent. Attendez, on ne peut pas réduire la délinquance à Non, un j'ai pas fait dit ça. culturel. Moi, je pense que
les facteurs socio-économiques sont beaucoup plus importants. Et c'est d'ailleurs mais c'est pas il y en a. C'est-à-dire qu'en disant ce sont des immigrés ou ce sont des gens qui sont descendants d'immigrés, qu'est-ce que vous faites? Vous jetez l'opprobre sur toute une catégorie sociale. Louison et Louis Morin. Et ça, je suis désolé, c'est du racisme pur et simple. C'est très intéressant. On va laisser la parole à Louison et Louis, mais je voudrais juste, parce que pardon, j'ai essayé de vous interrompre, mais parce que je voulais dire aussi que quand même, quand vous parlez, que vous réclamez les prénoms, à juste raison, je vois pas pourquoi on cache les prénoms. Quand même, moi, j'ai une pensée pour tous ceux qui portent des prénoms d'origine étrangère et qui sont des Français qui vivent en banlieue, peut-être même à Romans-sur-Isère ou ailleurs, et peut-être même dans ce quartier de la Monnaie, qui ont des prénoms comme ces jeunes délinquants ou appelez-les comme vous voulez, racailles si vous en avez envie, parce que voilà, effectivement, personne ne peut être d'accord avec le drame et avec ce qu'ils ont fait là-bas à Crépol. Mais je pense à tous les autres. Je pense à tous les jeunes qui ont un boulot, qui essaient de s'en sortir, qui ont un prénom, effectivement, d'origine étrangère. Je veux dire, il y a un moment donné, il faut penser à tous les autres aussi. J'ai une réponse très simple là-dessus. C'est que les personnes qui portent des prénoms d'origine étrangère, si elles veulent se plaindre auprès d'une seule et même personne, elles doivent se plaindre auprès des personnes qui ont commis ces actes, pas auprès des personnes Éric Zemmour dirait elles doivent se plaindre auprès de leurs parents qui leur ont donné. Non, parce que ce que je vous dis, monsieur Ruquier, c'est que si demain tous les Stanislas de France commençaient à commettre des actes odieux et que l'opprobre était jeté sur mon prénom, mais j'en voudrais pas à ceux qui dénoncent ces Stanislas, j'en voudrais à ceux qui commettent des actes de délinquants et de racailles. Là où Pablo a raison, c'est que tous les Stanislas de France... Stanislas est assez vieux. Il s'agit d'un prénom relativement classique de France. Vous êtes renseigné, monsieur Ruquier. Ah bah oui, quand même. On dit de Stanislas qu'il est une personne chaleureuse. Stanislas est aussi affectueux, hypersensible, et on demande de tendresse, voyez-vous. Ah bah, vous avez bien fait il faut pas croire. Il en reçoit ce soir. Là où Pablo a raison, c'est que quand même les Stanislas de France ne grandissent pas dans des cités, ne grandissent pas dans des endroits où la majorité des problèmes se concentrent. Louis Morin. Ce qui est intéressant, Laurent, c'est que vous voyez, on a ce débat sur le lien entre insécurité et immigration plus d'une semaine après les faits. Et pourquoi on a ce débat-là en décalage? Parce que justement, on l'a dit tout à l'heure, puisqu'on nous a caché les prénoms pendant plus d'une semaine. En économie comme en politique, lorsqu'il y a une asymétrie d'information, ça se fait toujours au détriment de l'une des parties. Alors, quelle est la volonté aujourd'hui de vouloir cacher des prénoms, cacher l'origine des prénoms auprès du grand public? Est-ce qu'on considère que les électeurs, est-ce qu'on considère que les Français ne sont pas suffisamment matures, ne sont pas suffisamment intelligents pour pouvoir réfléchir par eux-mêmes et faire bon usage de cette information? Si c'est le cas, c'est profondément attentatoire à la liberté même, au droit à l'information et même à la démocratie. Parce que c'est là que on est obligé d'attendre les mises en examen pour les donner. Exactement. On veut être sûr que les personnes concernées soient les bonnes. Personne n'a rien caché. On va pas commencer à jeter l'opprobre sur des gens dont on n'est pas certain. Je ne dis pas qu'il faut jeter l'opprobre. C'était systématiquement dans les autres affaires, on divulgue les prénoms, on divulgue les noms dès qu'on en a connaissance. Ici, ça n'a pas été le cas. Ça a fait plus d'une semaine. Et les ministres en avaient déjà connaissance, vous le voyez. Cédric Jubilard, il est innocent parce qu'il s'appelle Cédric. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas du tout. Non, le problème, si vous voulez, moi, le seul problème, la seule chose que je dénonce, c'est qu'on n'a pas eu le débat qu'on aurait dû avoir et que d'un point de vue démocratique, je trouve que c'est dérangeant. Voilà. Je trouve qu'à partir du moment où on tente de mettre sous le tapis une information, je trouve que c'est dérangeant. C'est une semaine de perdu puisque dans les partis politiques, les ministres avaient déjà l'information. C'est une semaine qui a été extrêmement sensible pour beaucoup de gens. Il y a une enquête qui était en cours. Ils ont mis quand même plusieurs jours à les retrouver, plusieurs jours à identifier qui a fait quoi. Et encore, ça a été assez rapide. Et il y a des mineurs. Plutôt rapide, la police a bien fait son travail. Exactement. Donc il reste une enquête. Enfin, on l'a dit tout à l'heure, il y a des mineurs parmi eux. Enfin, il y a toute une raison de pas forcément, non pas cacher sous un tapis. Ça fait une semaine, je redis. Je sais bien que le monde va très vite, mais ça fait une semaine qu'on prenne le temps de dire bon bah ils s'appellent tous comme ça. Après, en règle générale, moi je trouve que dans n'importe quelle attaque, le nom de celui qui l'a fait, ça m'intéresse jamais, moi. Moi, j'ai envie de me souvenir de Thomas, j'ai pas envie de me souvenir de qui a fait quoi derrière et de. C'est quand même intéressant de savoir ce qu'on peut faire. La justice va le faire, mais nous-mêmes. Pour prévenir pour la suite. Bien sûr, il y a quand même un aspect sociologique, Louison. On ne peut pas nier l'aspect sociologique. Alors j'ai des prénoms de gens qui ne sont pas d'origine de première. Enfin, je pense à Émile, Louis, Guy, Georges. Ce sont des prénoms qui sont. Et on les a toujours donnés. Et on les a toujours donnés. Et je pense qu'on a raison de continuer à donner les prénoms et l'identité. Ça fait même partie. En réalité, ça fait même partie des principes fondamentaux de la justice.
la publicité. Une semaine. La oui. publicité Une semaine. des débats et en l'occurrence la publicité des informations. Une Non, semaine. mais là, pour le coup, réviser un peu aussi la façon dont fonctionne la presse. Enfin, je suis désolé, la presse n'est pas là pour court-circuiter en fait les procédures de justice ou de police. Elle le fait aujourd'hui énormément. Exactement. Et d'ailleurs, comme l'a rappelé Laurent tout à l'heure, qui est-ce qui a sorti l'information? Un journal d'extrême droite qui s'appelle le JDD. Le JDD n'est pas un journal d'extrême droite. Si, c'est un journal d'extrême droite. C'est pas un journal d'extrême Il est en droite. train de bien le devenir quand même. Exactement. Sarkozy dit de centre droit, mais il y a un truc qui est intéressant sur la sociologie, etc., qui n'a pas été évoqué. C'est de ces jeunes-là qui viennent du quartier de la Monnaie à Romans-sur-Isère. Alors pas tous justement, Non, pas parce tous. que l'auteur Non, mais présumé, pas tous, mais beaucoup. celui qu'on appelle Ok. l'auteur présumé de cette attaque Certains. qui aurait tué Thomas, il ne vient Madame, pas du quartier de il la vient du Monnaie, il vient du centre-ville. centre-ville. Certains Et on viendra viennent. d'ailleurs à une erreur Eh ben, qui a été eh dite ben, par Éric mais- Zemmour et mais- qui explique à quel point On il va faut revenir être sur les erreurs prudent, d'Éric Zemmour si vous voulez, mais en tout cas justement, c'est hyper intéressant parce que oui bien sûr, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'au début on nous dit c'est parce que justement ils sont d'un milieu social compliqué, c'est pour ça qu'ils commettent des choses. Vous me dites que l'auteur numéro Non, un- c'est pas une raison. J'ai Non, jamais pensé ça. Non, je réponds. Alors là, vraiment, c'est pas une raison. Laurent Ruquier, on est beaucoup sur le plateau. Dès que je parle, je m'adresse pas à mais- vous directement, même si vous êtes gentil de m'inviter. Mais première chose. Deuxième chose qui est pas inintéressante. Dans le quartier de la Monnaie à Romans-sur-Isère, il y a eu des millions et des millions Alors d'investis. justement, je viens à ce tweet, pardonnez-moi, Ah bah, allons-y. Éric Zemmour qui tweet la chose suivante. 150 millions d'euros, c'est l'argent investi dans le quartier du tueur de Thomas depuis 2014. Je le répète, le tueur présumé, en l'occurrence, ne vient pas de ce quartier. De la bande. Voilà pourquoi il faut être prudent. Si vous voulez, mais si vous voulez chipoter sur la bande ou le tueur, Ah bah, c'est très bien. en l'occurrence, Mais en c'est tout un cas, moi, sujet ce qui me tellement choque- délicat, il faut être prudent quand même. Moi, ce qui me choque, c'est qu'il y ait 150 millions d'euros investis là-dedans, mais à quel prix? Mais d'ailleurs, les plans banlieue ont coûté des milliards au pays. À quel prix dans ces endroits-là, contrairement au Cantal, contrairement au fin fond de la Creuse ou de la Mayenne, il y a des terrains de foot, il y a des bibliothèques, ils ont des transports en commun, ils ont des possibilités. Donc arrêtons de nous cacher également derrière le côté ils ont une vie très dure. Oui, certains ont une vie très difficile et c'est pas évident. Simplement, ce n'est pas l'excuse pour commettre des atrocités comme elles ont été commises il y a maintenant 8 jours. Je voulais ajouter quand même à propos d'Éric Zemmour qu'il a tweeté à mon propos, parce qu'il y a eu un bandeau la semaine dernière du pain béni pour Et vous l'obsédez, l'extrême Laurent droite. Ruquier, vous le savez. Ah ben, manifestement, je l'obsède. Mais attendez, les parce jumeaux que maléfiques. je trouve que oui, donc je sais plus ce qu'il a dit. Il a dit genre Ruquier est né avant la honte. Oui, c'est vrai que je suis né avant de le rencontrer, mais franchement. Comment vous pouvez oser dire que ça n'est pas du pain béni pour l'extrême droite? Quand Mais on voit non. ce tweet, je voudrais qu'on le montre. Mais si, franchement, est-ce que c'est pas Vous quand avez pas à même dire ça. une récupération absolument avez pas incroyable le ce droit que de fait dire Éric ça. Zemmour? Voilà, est-ce qu'on peut montrer ce tweet sur 150 millions d'euros avec vos impôts? C'est l'argent investi dans le quartier du tueur de Thomas depuis 2014. Vous en êtes déjà à faire des affiches avec Oui. le prénom de Thomas. Bien sûr, vos mais- impôts financent les bah bourreaux. oui, c'est vrai Normalement, ou pas on l'a prévu, hein, ce tweet. Je voudrais vraiment qu'on le montre. Vos impôts financent les bourreaux des Français innocents. Oui, c'est vrai. Rejoignez Reconquête pour mettre fin aux politiques de la ville qui arrosent les banlieues. Si ça, c'est pas de la récup, Mais si ça, c'est pas du pain Laurent béni Ruquier, pour l'extrême Laurent droite, Ruquier. qu'est-ce que c'est? Laurent Ruquier, je vais vous dire très clairement ce que je pense de cet argument bidon de la récupération. Je m'en contrefiche. Ça ne veut absolument rien dire. Ça, c'est pas de la récup. Mais je vais vous dire, non mais je vais vous dire, non pas stop. La famille de Lola, la famille de Thomas, dont vous récupérez les prénoms, dont vous récupérez les morts, ont demandé que ça qu'il m'est n'y ait égal, pas de récupération politique. Hurler, ça m'intéresse pas. Simplement, je vais vous dire quelque chose. Là, il y a la décence en fait de retirer ces prénoms et c'est mort. Quand il y a eu les émeutes pour Naël, on vous a pas entendu crier à la récupération. Mais parce que Jamais. je vais vous dire, Jamais. mais je vais vous Quand dire, il y a eu la Assa famille de Traoré, Naël les était Traoré, investie vous en fait n'avez dans la jamais cause. donc Là arrêtez aujourd'hui, avec vous avez la famille de Arrêtez Thomas avec cela. et la famille de Arrêtez Lola avec qui cela. demandent qu'on Et n'utilise surtout, pas les prénoms là, ce que et qu'on vous faites, n'utilise pas ce que leurs vous morts. faites, ce Et que vous vous les faites, utilisez. Ce que vous faites, ça sert à rien de crier, de s'énerver. Bah si, parce que c'est insupportable pour la famille de Thomas et pour la famille de Lola. Je vais vous dire, ce qui est insupportable, c'est qu'il y a encore des Thomas et encore des Lola. Je vais vous dire, ce qui est insupportable, c'est qu'il y a encore des drames, parce que dès qu'on veut parler de ces drames-là, on nous taxe de récupération. Non, Parce qu'on met Mais parce les que vous en problèmes faites sous de le la tapis. récupération. Parce qu'on Moi, met les je suis pas problèmes sous le pour qu'il y ait ces tapis. drames-là. Je Parce suis qu'on pour a des qu'on gens travaille à ce qu'il n'y ait plus on a de des drames gens comme au ceci. pouvoir, on a des gens au pouvoir comme Monsieur Dupond-Moretti qui hurle à la récupération pour l'affaire Lola, pour l'affaire Thomas, et qui en réalité est ministre de la Justice et ne fait pas son travail correctement. Qui en réalité explique En quoi il qu'il fait pas son travail? Ben parce qu'il explique que l'insécurité est un sentiment dans ce pays. La justice est laxiste dans ce pays envers les délinquants. Alors vous pouvez hurler tant que vous voulez, Mais ça ne certainement sert à pas, rien. c'est faux. Ça Elle ne n'est pas sert à laxiste rien. envers les délinquants. Mais si elle Bah, l'est. demandez à Gérard Consigny si elle est laxiste envers les quand c'est délinquants. l'ultra-droite. Il est avocat, demandez-lui. Elle n'est pas quand elle est d'ultra-droite. Mais quand c'est des jeunes, vous voulez que je vous cite, j'ai des dizaines d'exemples de justice laxiste. Mais ça ne veut pouvez même- absolument pas, ça
ne veut absolument rien dire. Si. La justice, un juge, il juge en fonction du droit. Alors vous n'êtes pas content les avec juges sont l'état humains, du droit. Vous aimeriez bien que peut-être bien qu'il y ait encore la peine de mort en fait pour les délinquants. Quel rapport? Mais parce que vous voulez quoi? Mais Vous voulez vivez dans quoi? un fantasme. J'ai entendu, j'ai lu ce que racontent les gens du rassemblement. Et J'ai lu ce que racontent Je vais les gens sortir la de fin de la votre récré, obédience. là. Non mais Non, mais il y j'ai a lu ce que aucune racontent les gens de votre obédience. obédience. Arrêtez de Mais si, d'extrême droite, ils disent ah mais ça serait bien que ça serait pas 8 ans, que ça soit 25 ans ou de la réclusion à perpétuité pour les délinquants. Je suis désolé, c'est pas possible. C'est pas le droit, on est en On démocratie. ne comprend plus rien. Un peu de calme avec Louison. Une aspirine éventuellement, mais non, mais en plus je suis totalement d'accord Et des avec Pablo. acouphènes peut-être aussi. Vous faites non, les acouphènes ils viennent plutôt de ce que vous racontez qui piquent un peu comme les otites. Mais oui, non, ce tweet, j'espère qu'on le verra tout à l'heure. Moi j'irai le regarder, c'est odieux. La machine ne fonctionne pas pour Ah, l'instant. bah, On essaie J'ai d'envoyer envie ce de tweet, vous on n'y dire, arrive Laurent, pas. c'est Alors, un complot. Mais en l'occurrence, certains crieraient au complotisme, c'est effectivement. vous avez immonde raison. de faire un truc pareil. Et vous le savez très bien. La preuve, c'est que vous le défendez avec une grande mauvaise foi. Mais c'est immonde. Et je pense que la famille de Thomas mérite du calme et de la décence. Au-delà du débat sur la récupération, je crois qu'il y a un fait qu'il faut rappeler, qui est également fuité, qui est d'ailleurs issu des informations judiciaires. C'est que 9 des témoins qui ont été auditionnés ont déclaré avoir entendu au cours de l'agression des propos qui visaient ostensiblement les Blancs, des propos hostiles aux Blancs de la part des agresseurs. C'est un vrai problème. Et c'est un vrai problème. Et c'est ce débat-là, en réalité, qui est la cause de tout cela. C'est-à-dire qu'on peut évidemment avoir le débat sur la récupération. C'est le fameux face-à-face de Gérard Collomb. De Gérard Collomb, là-dessus, on est d'accord. Mais on peut avoir le débat sur la récupération. Mais en réalité, ça ne résoudra en rien le problème. Vous n'allez pas réussir à affaiblir c'est ou à juste qu'on attaquer réclame l'extrême parfois droite. un peu de décence. Vous voyez, Oui, mais un peu de décence. Si on c'est ne s'en juste prend ça pas- qu'on réclame. Un peu de Si on ne décence. s'en prend pas au problème originel. Mais ça n'empêche pas. Si on ne peut résout être pas le décent problème et de tenter de l'insécurité. récupérer, non pas de récupérer, mais tenter de résoudre les problèmes, sans pour autant surfer et faire des affiches tout de suite. On la verra pas, mais j'espère qu'on la retrouvera d'ici 21h. Mais franchement, là vraiment quand j'ai vu ça, la honte, je vais vous dire, elle n'est pas de notre côté. Non, croyez-moi, mais hein. Si on élargit un petit peu le débat sur les statistiques ethniques, est-ce qu'il en faut en France? On sait qu'il n'y en a pas. En France, Lisa Adef, vous avez fait le point sur ce qui existe ailleurs, à l'étranger. Ça donne quoi? Alors ailleurs, à l'étranger, on sait qu'il y a 22 pays européens qui pratiquent le recueil de données ethniques. En Angleterre, par exemple, il n'y a absolument aucune restriction lors du recensement. Il y a une question ethnique à laquelle 15 réponses sont possibles. Elles sont classées en 5 grandes catégories: blancs, métis, noirs, asiatiques ou autres peuples ethniques. En Suède, sur les statistiques nationales et de l'éducation, le pays d'origine des Suédois est mentionné. En Roumanie, le recensement compile les données sur l'ethnie de la population, la langue maternelle et la religion. En Suisse, aux Pays-Bas ou en Grèce, les données ethniques pour les statistiques sont autorisées. Aucune restriction là non plus. En revanche, en Pologne, en Slovaquie et en République tchèque, ce n'est pas obligatoire, mais c'est possible, c'est sur la base du volontariat. Voilà pour des détails importants. Oui, Charles Consigny. Je pense que ça ne fera rien avancer du tout d'avoir des statistiques ethniques. On a quelques statistiques que tout le monde connaît. On a un quart des détenus en France qui sont de nationalité étrangère et on a une surreprésentation des jeunes de banlieue dans les faits de délinquance et de criminalité. Mais ça n'est stigmatisé personne que de le relever. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait concrètement pour que ça s'arrête? Qu'est-ce qu'on fait pour que ce séparatisme territorial s'arrête? Et moi, ce que j'observe en France, et je pense que c'est un constat qui est de plus en plus partagé, c'est qu'on a une société qui est de moins en moins, où il y a de moins en moins de circulation, de mobilité sociale, où les classes sociales sont de plus en plus étanches, où territorialement les gens se séparent de plus en plus, où tout le monde fait en sorte de mettre ses enfants dans une école où il sait qu'il y aura... c'est une réalité. Les élites françaises, par exemple, sont dans un séparatisme inouï aujourd'hui. Donc moi, je crois que le problème, il est surtout de ce côté-là. Il est aussi un problème économique. C'est une réalité aussi que ces jeunes-là, ils ont également du mal à rentrer sur le marché du travail et on a un problème d'école qui est totalement démissionnaire aujourd'hui. Vrai souci qu'il faut absolument résoudre là-dessus. On a une école quand vous allez à l'école primaire, au collège ou au lycée, dans les quartiers dans lesquels grandissent ces jeunes, ils arrivent au collège, ils savent moins lire que ceux qui ont grandi dans le centre de Paris. Donc c'est ça, je trouve surtout la question qu'il faut se poser. Je redonne la parole à Lisa Adef parce qu'elle va continuer son panorama des différents pays avec des méthodes différentes. Ouais, juste pour vous expliquer
expliqué que dans certains pays, il y a des conditions très particulières. En Italie, par exemple, l'Institut des statistiques précise les nationalités des personnes qui ont commis des crimes ou des délits, ce qui permet au gouvernement et en particulier au ministère de l'Intérieur d'avoir des statistiques plutôt précises sur les auteurs. Par exemple, dernier chiffre à notre disposition, en 2020, 30% des délits ont été commis par des personnes d'origine étrangère. Ça provient directement du ministère de l'Intérieur italien. Et en Allemagne, rien dans la loi ne permet de faire des statistiques ethniques, mais la religion est recensée pour lutter contre les financements étrangers. Au moment de payer leurs impôts, les Allemands doivent préciser s'ils sont catholiques, protestants ou athées, parce qu'il y a un impôt sur la religion qui leur permet de financer des activités religieuses. Et ça, c'est intéressant parce que certaines personnes renoncent à leur religion pour payer moins d'impôts, par exemple. Merci Lisa Adef. On continuera à parler de Crépol tout à l'heure et aussi de cette manifestation de l'ultra-droite. Ce sera après la fameuse rubrique qu'on a inaugurée il y a 8 jours déjà, tous au poste. Après aussi le trombinoscope. Cher Louis Morin, je sais que vous avez encore beaucoup de choses à dire. Sur les statistiques ethniques, il y a beaucoup à dire. Mais on a jusqu'à 21h. C'est d'abord l'heure du trombinoscope si vous le voulez bien. C'est une question piège. Et je suis sûr que vous aurez aussi beaucoup de choses à dire sur Dominique de Villepin. On commence par lui. L'ancien Premier ministre accusé d'antisémitisme pour ses propos tenus dans l'émission Quotidien sur TMC. Voilà ce qu'il dit. On voit en filigrane à quel point la domination financière sur les médias et sur le monde de l'art, de la musique pèse lourd. Une domination qui empêche, selon lui, l'émergence de certaines voix dissonantes. Il s'est expliqué et il persiste sur LCI. Tous les chemins mènent à Rome, mais toutes les critiques ne mènent pas à l'antisémitisme, dit-il. On peut critiquer le sionisme messianique d'une partie du gouvernement israélien sans être antisémite. On peut soutenir l'idée de justice pour le peuple palestinien sans être antisémite. Oui, alors il a en plus essayé, en voulant se défendre, de mouiller François Hollande en disant que je sache, un ancien président de la République a fait campagne, on s'en souvient, en dénonçant le pouvoir de la finance. Il n'était pas pour autant antisémite. Bon, François Hollande a bien été obligé du coup de soutenir Dominique de Villepin et effectivement, l'ex-président de la République, M. Hollande, a dit « Je connais Dominique de Villepin depuis longtemps, je ne peux pas croire qu'il ait eu cette intention d'entretenir un discours antisémite. » Qu'est-ce que vous en pensez, Louis Morin? Non, mais c'est très intéressant de s'intéresser aux propos de François Hollande qui dit « Je ne peux pas croire qu'il ait eu cette intention ». Mais dans les faits, ça veut dire qu'il a bien tenu un discours antisémite. Et son discours qui était déjà ambigu, qu'il a tenu sur le plateau de Quotidien, eh bien, il l'a confirmé ce matin avec cette phrase qui est quand même absolument aberrante. Je parle d'entreprises culturelles ou médiatiques qui tiennent une partie des leviers qui permettraient normalement une certaine liberté d'expression. Mais on est clairement dans les théories complotistes, on est clairement dans le type de propos qu'on pouvait voir juste avant la Seconde Guerre mondiale, on est clairement dans les théories antisémites de la part de Dominique de Villepin. Et Dominique de Villepin, qui par ailleurs, on le sait, a des liens extrêmement étroits avec le Qatar. Et le problème, c'est que Dominique de Villepin a une responsabilité, c'est un ancien Premier ministre, sa parole représente toujours en un sens une partie de la France. Et effectivement, moi je trouve que c'est très dangereux de tenir ces propos Pablo n'est pas d'accord. et notamment sur Quotidien. L'Arcom devrait s'en saisir. Pablo Non, Piovizia. certainement pas. Il y a rien. Pourquoi vous faites rien. Pourquoi faites oh là là? Parce que Mais vous le dites par corporatisme, parce que vous êtes non, LR, pas parce du que tout, vous pas essayez du de tout, défendre pas du votre tout. famille D'abord, politique, Villepin, il est avec plutôt l'idée LR et moi non d'avoir plus. envie, d'être soutenu Et aux ensuite, prochaines. non. J'aime bien cette phrase, il est plutôt LR et moi Il est non plus du tout LR, j'ai dit, et moi non plus. Et ensuite, J'ai cru que vous faisiez référence à Gainsbourg. pardon. la délation, vous me prêtez une finesse culturelle que je n'ai Oui, pas, oui, Laurent. J'avais un espoir. Vous me mettez beaucoup trop. J'ai eu un espoir. Non, il y a zéro référence dans mes propos, faut les prendre premier degré. Il y a pas d'arrière-pensée de cette nature. Non, moi je suis contre la délation. Voilà autre chose qui nous sépare des heures les plus sombres que vous avez invoquées, cher Louis Morin. Quelle délation? Le fait de saisir l'Arcom, d'en appeler à l'Arcom. Mais pardon, mais l'Arcom va se saisir toute seule. La liberté. L'Arcom regarde les médias. Écoutez, il suffit de lire Twitter et tout le monde qui saisit l'Arcom tous les jours. Oui, c'est pas de la délation que de dénoncer des propos antisémites. Je trouve que c'est trop grave d'accuser quelqu'un d'antisémitisme quand on prend ses propos de manière précise. Moi, je suis désolé, je n'ai pas vu d'antisémitisme dans les déclarations de je souscris totalement à ce que vient de dire Charles Consigny. Et la deuxième chose, c'est que votre fantasme en fait des liens entre Dominique de Villepin et le Qatar, franchement, allez vérifier. D'ailleurs, il l'a dit sur CNews. Il a dit je n'ai aucun lien avec le Qatar. Je n'ai jamais reçu un centime. Il n'a pas dit je n'ai aucun lien. Il dit je n'ai jamais reçu un centime du Qatar, sauf une fois un prix littéraire, et j'ai donné l'intégralité des sous que j'ai reçus aux bonnes œuvres. Il a dit je n'ai pas de contrat en tant qu'avocat avec le Qatar. Ce qui est bien différent. Alors d'où vous tirez l'information sur lequel il aurait des liens avec le Qatar? Non, mais en fait c'est grave en fait. Il y a une accusation en fait qui est lancée à l'égard d'un ancien Premier ministre, mais qui n'est absolument pas sourcée. Vous voulez dire quelque chose, Stanislas? Non, juste visiblement
Visiblement, il n'y a pas que moi qui fais hurler Pablo, donc ça me rassure. Alors attention, voici un autre visage, c'est celui de Jérôme Cahuzac. Un retour inattendu. Mais oui, le comeback de l'ancien ministre du Budget 10 ans après sa chute, condamné à l'époque pour fraude fiscale. Il multiplie les visites et les réunions publiques dans le Lot-et-Garonne. Il plaide pour un gouvernement d'union nationale qui doit combattre le Rassemblement national et il n'exclut pas de se représenter à une élection. Il le dit, il estime avoir purgé en totalité sa peine et donc, voilà, il revient. Oui, alors dans ces cas-là, moi, mes parents, quand il arrivait un truc comme ça, ils disaient « il nous manquait plus que ça ». Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai, il y a quelque chose de ça, parce que franchement, l'actualité est déjà terrible. Alors, il y a un truc auquel je ne m'attendais pas ce week-end, c'était le retour de Jérôme Cahuzac. Franchement, je trouve que cette expression, elle est parfaite. Il nous manquait plus que ça. Vous avez quelque chose à ajouter? Mais je ne souscris pas aux commentaires hostiles que j'ai vus depuis l'annonce de ce retour. J'ai vu des gens qui critiquaient même le fait qu'il était invité dans la matinale de France Inter. C'est quelqu'un qui a purgé sa peine. C'est quelqu'un qui a le droit de s'amender, qui a le droit de retourner dans la société. Et je trouve, moi... Ça prouve qu'il a de la Suisse dans les idées. À titre personnel, je trouve que c'est quelqu'un qui a été lynché. Et donc, je crois qu'il a le droit de faire ce qu'il fait en ce moment. Il a quand même commis une faute morale et politique très grave. Pour laquelle il a été condamné. Non, mais le fait que là, à 71 ans, hein, je rappelle quand même son âge parce que c'est quand même pas négligeable, à 71 ans, imaginez qu'on va faire un retour en politique après ce qu'il a fait il y a moins de 10 ans. Je trouve ça très problématique. Attendez, il y a un principe démocratique. Alors, oui. Il y a un principe démocratique, c'est que c'est aux électeurs de s'exprimer, tout simplement. C'est à eux de dire s'ils veulent. On verra d'abord si les candidats n'allons pas plus vite que la musique. On verra bien. Et puis s'il l'est, effectivement, ce sont les électeurs qui trancheront. Vous avez raison, à Villeneuve, sur le troisième visage. Elle vient régulièrement en ce moment dans le trombinoscope. C'est Anne Hidalgo. Elle publie un communiqué sur Twitter récemment renommé X et dans une tribune au Monde, Anne Hidalgo qui détaille longuement sa décision de quitter Twitter. Voilà ce qu'elle dit. Loin d'être l'outil révolutionnaire qui au départ permettait un accès à l'information au plus grand nombre, Twitter est devenu ces dernières années l'arme de destruction massive de nos démocraties. Ah oui, elle est très plus dure. sur Twitter. Très dur avec le... Ouais, alors en même temps, elle s'en est bien servie à un moment donné pour montrer qu'elle faisait du vélo dans Paris pendant qu'elle était à Tahiti. À ce moment-là, ça lui servait plutôt bien, Twitter. Mais au fond, je dois dire que tout ce qu'elle décrit, on va pas toujours montrer du doigt Anne Hidalgo de façon négative, tout ce qu'elle décrit sur le réseau social en question est plutôt juste. Moi, je signerais à la fin. Sauf qu'on a quand même l'impression qu'elle essaie d'allumer tous les jours des contre-feux par rapport à ce qui s'est passé en Polynésie. Consigné? Je pense que c'est la pire maire de toute l'histoire de Paris, et même depuis la création de la municipalité, depuis la création de la municipalité sous la Grèce antique, je pense qu'on n'a pas eu pire maire. Même Tibéri. Je pense que Madame Hidalgo mériterait d'être jugée et condamnée lourdement pour ce qu'elle a fait, bien plus lourdement que Monsieur Cahuzac. Je trouve qu'elle a détruit Paris. Écoutez, franchement, si vous voulez continuer comme ça, être méchant avec elle, allez sur Twitter et écrivez-le. Et puis, moi, je ne peux pas, elle m'a bloqué depuis très longtemps sur Twitter. Là, elle n'y est plus. Je trouve effectivement, comme vous, Laurent, qu'elle a complètement raison dans la description qu'elle fait de ce réseau social, même si elle se trompe. Hein, parce qu'elle dit Twitter, ça s'appelle plus Twitter, ça s'appelle X. Donc elle quitte Twitter, mais est-ce qu'elle va rester sur X? C'est une question. Mais au-delà de ça, il y a l'opprobre, en fait, la violence dont Anne Hidalgo fait l'objet sur les réseaux sociaux est absolument folle. C'est-à-dire que c'est ce que dit Charles, mais multiplié par 1 million. C'est-à-dire c'est sexiste, mais c'est classiste, il se moque de son origine espagnole, etc. Tout y passe lorsqu'il s'agit de parler d'Anne Hidalgo. C'est très violent. Redonnez-moi la parole parce qu'il nous reste très peu de temps. Je voudrais juste prendre 10 secondes pour montrer un dernier visage dans le trombinoscope, même si on n'était pas, je sais Pablo que vous n'étiez pas d'accord, et moi non plus d'ailleurs, avec ses dernières positions contre le mariage pour tous et autres, mais il n'empêche qu'à 50 ans, cette actrice Rona Artner vient de nous quitter. J'ai travaillé pendant 1 ou 2 ans avec Rona Artner sur Europe 1 à l'époque. C'était une actrice d'origine roumaine qu'on avait vue dans un film de Tony Gatliff avec Romain Duris, pardon, je ne sais pas pourquoi je dis Raymond. Il faut que j'aille vite, alors voilà, je m'y perds. Ça s'appelait Gadjo Dilo. C'était une actrice magnifique, une bonne chanteuse. Elle vient de nous quitter à l'âge de 50 ans. J'ai eu la chance de travailler avec elle pendant 1 ou 2 ans à Europe 1, même si après, effectivement, on ne partageait plus du tout les mêmes idées, mais ça arrive de travailler avec des gens dont on ne partage pas toujours les mêmes idées. Voilà, et heureusement d'ailleurs, c'est le principe de la société, c'est de vivre ensemble, même quand on ne partage pas les mêmes idées. Et je voulais quand même rendre hommage à cette actrice Rona Artner qui vient de nous quitter. Au revoir Rona. Et vous ne partez pas en revanche, restez avec nous, on revient dans quelques minutes après la pub. Oui, il y a de la pub sur BFM TV ce soir. Le 20h de Ruquier, Laurent Ruquier,
Julie Hamet. Bonsoir ou rebonsoir, bienvenue ou merci d'être resté. Vous êtes sur BFM TV à cette heure-ci. Maintenant, depuis une semaine, on vous propose une nouvelle rubrique qui s'appelle Tous au poste, un mini zapping des humoristes à la radio qui commentent eux aussi à leur façon évidemment l'actualité. D'ailleurs, le premier qui ouvre le bal ce soir, c'est Mathieu Noël pour France Inter. Le retour de Jérôme Cahuzac sur la scène publique, perso, je trouve ça super. Pas de problème. Déjà, le délai de décence est correct, 10 ans. Quand tu vois que Joël Guerriot, dans les narines duquel on a quand même retrouvé la moitié de la production annuelle de la Bolivie, et qui est soupçonné d'avoir drogué une collègue pour abuser d'elle parce qu'il a eu besoin de se changer les idées après le décès de Papy Chat, son animal de compagnie, quand tu vois qu'il a voulu revenir au Sénat une semaine seulement après sa garde à vue, tu te dis que 10 ans à bouffer du brooch dans le maquis, c'est acceptable comme mise en retrait. Retour de Jérôme Cahuzac. L'ancien ministre du Budget, condamné pour fraude fiscale, aimerait créer un nouveau parti avec Dominique Strauss-Kahn, Patrick Balkany, Claude Guéant, Georges Tron et François Fillon. Nicolas Sarkozy en sera le trésorier. Oscar Pistorius est en liberté conditionnelle. Ils vont galérer pour lui mettre un bracelet électronique. Hein. Pas de bras, pas de chocolat, mais pas de pied, pas de bracelet. Et puis, voilà, quelle déception. C'était un immense espoir et c'est devenu la plus grande déception sportive en Afrique du Sud. Ex aequo avec Raymond Domenech, avec le bus de Naïsna. Et maintenant, il faut lui trouver une reconversion professionnelle aussi à ce mec-là. Pas évident, hein. Quel boulot tu veux trouver à un sportif qui n'a pas de pied? À part footballeur à l'Olympique Lyonnais, je ne vois pas. Chaque samedi soir, je suis en souffrance, j'ai mal à mon morin. Je regarde la Starac. Ah bordel! Là, ça y est, ma résistance se fissure, ma patience craquelle. Comme dit une collègue niçoise, ça me donne des bouffées de chaleur, la putain de sa mère! Dans ma poitrine, on dirait que j'ai les Vésuves, ça me claque le cul! Ouais. Ils sont insupportables. Tous, les élèves, mais les élèves, un troupeau de débiles, de compétition. Ils rigolent fort comme des Américains, ils se font des hugs les yeux fermés comme des Américains, ils chantent mal comme des Français. Alors, les profs maintenant, les profs, quand ils parlent, j'ai envie de crever, j'ai envie de tomber au sol et que la gangrène me ronge. Ils sont là à parler le ressenti des émotions, chanter avec son cœur, d'être en connexion avec ses sentiments. Vite un saut! À chaque fois qu'il y a des élèves qui chantent un truc mou, ils sont tous en larmes, les larmes aux yeux, ils font des chœurs avec leurs mains qui suintent. Ah, ça me donne envie de courir à poil dans la toundra et de faire sauvagement l'amour à un sapin pour me calmer. Daniel Morin sur France Inter. Avant, on a vu Arnaud Demange pour RMC, Paul Elkarat dans les grosses têtes et Mathieu Noël. Demain, un autre Tous au poste. Mais comme promis, on va continuer à parler de Crépol, mais cette fois de ce qui s'est passé plus exactement à Romans-sur-Isère, puisque c'est là-bas qu'on a eu une manif de l'ultra-droite. Ouais, il y a eu plusieurs défilés qui ont été lancés à l'appel de l'ultra-droite après la mort de Thomas, dont un rassemblement à Romans-sur-Isère, près de Crépol. C'était donc samedi soir. Ils étaient environ 80 militants de l'ultra-droite. Ils voulaient pénétrer dans le quartier de la Monnaie pour, je cite, en découdre. Ce sont les mots employés par la préfecture de la Drôme. On va en parler avec Boris Karlamov du service police-justice de BFM TV. Bonsoir à vous, Boris. Il y a eu une vingtaine d'interpellations. 6 d'entre eux ont été jugés cet après-midi en comparution immédiate avec de la prison ferme à la clé. Oui, 17 interpellations samedi soir, c'est ce que nous apprend donc le parquet de Valence. 6 personnes ont été présentées en fin de matinée devant le parquet de Valence. Ils ont été jugés en comparution immédiate cet après-midi. Tous interpellés donc samedi soir en marge de cette manifestation à l'initiative de groupuscules d'ultra-droite. Ils ont été jugés pour violence sur des forces de l'ordre. D'autres ont été jugés pour participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destruction ou dégradation de biens. On en sait un peu plus sur leur profil. Ils ont entre 18 et 25 ans. Ils viennent du Doubs, près de Dijon, également du Gard, de Paris ou encore de Lyon. Ils sont tous insérés dans la société. On retrouve notamment un militaire, un étudiant en philosophie, un développeur en informatique ou encore un étudiant en première année de BTS. Lors des perquisitions, il a été retrouvé chez ces personnes un arsenal airsoft, une baïonnette, un poing américain. Chez une autre personne, il y a eu un livre de Papacito, une croix celtique ou encore un livre de Mein Kampf. La procureure avait requis 12 mois de prison avec maintien en détention pour 5 d'entre eux, 6 mois pour le dernier. Le délibéré a été rendu en fin d'après-midi. Résultat, ce sont des peines de 6 à 10 mois de prison ferme avec mandat de dépôt. Ils dormiront donc ce soir en prison. 3 d'entre eux écopent d'interdiction de paraître dans le département de la Drôme, et ce pendant 5 ans, plus confiscation d'armes pour 2 des 6 individus. À l'audience, c'est notre reporter Anne Lurbans qui nous a donné les détails. Ils ont tous minimisé les faits. Ils ont désormais 10 jours pour faire appel.
Qu'est-ce que vous pensez de ce qui est arrivé? Je sais que vous allez dire ce qui compte dans nos mémoires, c'est évidemment, et on en est tous d'accord, c'est ce qui s'est passé à Crépol, c'est la mort de Thomas, 16 ans. Mais quand même, est-ce que ça n'est pas... Vous ne sentez pas parfois un peu coupable ou responsable, vous et Éric Zemmour ou Marine Le Pen ou tous ceux qui ont un peu tenté de récupérer ce drame? Et au fond, est-ce que ça n'attise pas les tensions, la haine, et ça ne provoque pas, parce qu'on a vu effectivement dans la nuit de samedi à dimanche, là-bas à Romans-sur-Isère? Alors, je me sens aucunement coupable de quoi que ce soit, premier élément. Deuxième élément, ce qui est intéressant à voir, c'est que la justice, là, a été extrêmement rapide. C'est-à-dire qu'ils ont été pris en comparaison immédiate, ils ont eu des peines immédiatement. Je ne conteste pas les peines, elles ont été distribuées. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est quand il y a le viol de la jeune Shaina et que les personnes prennent 8 à 12 mois de prison avec sursis, dont une relaxe. Quand il y a un émeutier qui brûle la mairie de Villeneuve-sur-Roi et qui prend du sursis, quand on a des personnes qui sont émeutiers, qui n'ont toujours pas été condamnées, etc., je suis étonné de la rapidité de la justice dans ce Tant mieux, moment-là. la justice progresse, Exactement, voyez-vous. mais c'est ce que je vous ai dit au début. Donc, tant mieux si la justice est efficace, je ne conteste pas les peines. Vous condamnez quand même, vous condamnez ce qui s'est passé samedi soir? Mais je condamne quoi? Est-ce qu'il y a eu des violences? Ah bah oui, il y a eu des jeunes avec des barres de fer, non, il n'y en a pas eu. des tirs de mortier contre les policiers. Je vais être très clair sur ce plateau. Moi, le mode d'action politique que j'ai choisi, c'est celui-ci. C'est de faire de la politique face à vous, de débattre avec vous, de répondre à des questions. Le mode d'opération qu'on a choisi avec Éric Zemmour, c'est de se présenter à des élections. On a le droit de ne pas être d'accord avec moi. Je ne suis ni violent, Éric Zemmour n'est pas violent, nous ne participons pas à ce genre de méthode. Premier élément. Deuxième élément, vous l'avez rappelé en début d'émission. Donc vous condamnez ces méthodes. Vous l'avez rappelé en début d'émission, monsieur Ruquier. Gérard Collomb, il y a maintenant plusieurs années, avait dit on vit côte à côte, demain nous vivrons face à face. Oui, mais il faut répondre, c'est l'effacement. Est-ce que vous condamnez? Vous ne me répondez pas. Je condamne quoi? Est-ce que vous condamnez ces actions violentes qui ont eu lieu samedi soir, notamment dans le quartier de la Monnaie? Vous faites comme Monnaie. Éric Ciotti face à Jérôme Duhamel ce week-end. Benjamin, je crois Duhamel. Benjamin, pardon. Je crois qu'il y a plusieurs choses. Plusieurs Duhamel. Moi, je condamne pas le principe de faire une manifestation en créant des slogans. Ça, j'ai pas à condamner ça. D'ailleurs, la justice. Des barres de fer dans les mains. Voilà, et bien ça, tu cherches Charles Consigny, j'y vais. Je condamne pas le fait d'avoir des manifestations et d'avoir des slogans comme ceux qui ont été dits. Des slogans racistes. Ça, c'est vous, c'est à votre appréciation. Ça, c'est à votre appréciation. Pourquoi ils sont en tôle aujourd'hui? Parce qu'ils ont crié vive les bisounours. Et pourquoi ils sont pas en tôle les émeutiers? Pourquoi ils sont pas en tôle les violeurs de Shaina? Ils y sont, les émeutiers, monsieur. Suivez ce qui s'est passé. Suivez ce qui s'est passé après les émeutes de juillet. Il y en a plein qui sont. Un mec qui brûle une mairie, il a de sursis. Donc, je réponds. Stanislas Rigaud. Non, mais c'est vrai que, pardon, on vous interroge sur une affaire et vous nous répondez sur une autre à chaque fois. Juste sur celle-là. Ce parallèle-là. Oui, d'accord. Comme c'est intéressant de voir que la justice est encore plus rapide que pour. Mais c'est intéressant aussi d'avoir votre regard à vous sur ce qui s'est passé samedi. Donc, est-ce que vous condamnez ce qui s'est passé samedi? Moi, ce que je condamne, et ce avec toi, évidemment, je ne suis pas en accord une seule seconde. C'est la violence. C'est tout ce qui est violence et tout ce qui est en lien avec le nazisme ou quoi que ce soit. Mais ça me paraît tellement évident. Mais bon, si ça vous rassure tout sur ce plateau, je le dis, il n'y a aucun souci. En revanche, les manifestations... je viens de le dire. C'est parfait. Mais ce que je dis, et ça je le maintiens, je ne condamnerai jamais des jeunes Français qui vont manifester pour s'opposer, pour rendre hommage, pour s'opposer. Mais là, on parle pas de jeunes Français qui viennent manifester pour rendre hommage. On parle de jeunes qui viennent avec des battes de baseball de différents coins de France. Qui tirent des mortiers d'artifice sur les policiers et qui crient des slogans comme l'islam hors d'Europe, la rue, la France. Vous avez vu les vidéos comme... Évidemment, j'ai vu les vidéos. Comme nous, on les a vues. Je suis très à l'aise là-dessus parce que c'est pas au parti d'Éric Zemmour ou à nos camps qu'on va nous reprocher de ne pas être du côté des policiers, pardon. Premier élément. Et deuxième élément qui n'est pas non plus inintéressant. Personne ne parle quand même, et quoi qu'il ait fait, du militant qui a été mis à nu, tabassé à cette occasion-là. Mais parlons-en. Est-ce qu'ils vont être condamnés, ces gens? Ils ont mis à poil un type pour le tabasser. Alors, justement, on a sur ce plateau... Là, pareil, la justice va j'espère. son Mais cours. moi, je dis pas qu'ils ont eu raison. Moi, j'y étais pas à cette marche-là. J'aurais pu prendre un train. Heureusement, j'aurais pu, mais j'y étais pas. Vous auriez pu être dans cette manifestation-là. Non, j'aurais pu physiquement, je veux dire. Pardon, mais je viens de vous dire que c'est pas mon mode opératoire. Mon mode opératoire, c'est pas ça. C'est débattre avec vous, c'est participer à des élections. Oui, mais donc ça veut dire quand même que vous avez les mêmes idées qu'eux, si je comprends bien. Mais non, je viens de vous dire que si vous n'avez pas le même mode opératoire pour faire diffuser ces idées, c'est ce que je comprends. Là, vous êtes un peu grotesque. Non, c'est ce que je comprends. Non, il est malin. Oui, c'est ce que je comprends. Excusez-moi. Vous dites que votre manière de pousser ces idées, c'est de le faire à travers la politique, et que leur manière de le faire, c'est en criant des slogans dans la rue, en faisant traîner des barres de fer au sol pour faire un bruit qui fait peur, dans la plus pure tradition gudarde. Parce que justement, ce que je vous dis, c'est que, et je crois que j'étais assez clair là-dessus,
là-dessus. Tout ce qui concerne l'idéologie, que ce soit des nazis ou quoi que ce soit, c'est pas mon idéologie. Je suis très là-dessus. Et Charles Petit, vous n'avez pas essayé de faire croire à quiconque ce soir que Christophe Cécile Garnier nous a rejoint. Il est rédacteur en chef adjoint du pôle enquête de Street Press. Pourquoi vous souriez? J'ai cru que c'était un des Merci pour manifestants. l'invitation, c'est surtout ça, je suis ravi d'être là. Voilà pourquoi vous souriez. Vous venez d'entendre là ce qu'on vient de dire. Qui c'étaient ces jeunes alors dans cette même... Alors bon, déjà je vais préciser un Vous point. avez les prénoms? Oui, bien sûr. J'ai les prénoms, j'ai les identités. Et bon, après, pour nuancer un peu ce que vous venez de dire, Monsieur Rigaud, il y avait un... On a les surnoms en tout cas. Il y a le fameux gros lardon qui paraît incroyable comme surnom. Il y avait une personne aussi qui s'affiche, Noah L, qui s'affiche comme militant du parti Reconquête à Aix-les-Bains, qui était présent notamment, qui s'affichait fièrement il y a quelques mois au meeting d'Éric Zemmour au Trocadéro. Donc il y a quand même des militants aussi de votre bord politique qui après partent là-dedans, quoi. Donc ça, bien sûr. Mais vous venez de dire, en termes de personnel politique, ça devrait vous mais monsieur, c'est intéressant. interloquer. Vous l'avez dit vous-même en fait. Ils partent là-dedans. C'est-à-dire que peut-être que certains militants politiques considèrent que notre mode d'action à nous à Reconquête ne leur convient pas. En tout cas, les gens qui étaient là-bas n'ont pas manifesté là-dessus. Oui, mais c'est pas la première fois. Je veux dire, au meeting de Villepinte, il y avait des oeufs Paris qui ont tabassé les militants de SOS Racisme. Moi, je ne me laisserai pas. Ça fait beaucoup quand même. Je ne me laisserai pas avoir sur cette polémique. On essaye de nous faire croire, et j'entends. Et là, c'est intéressant. Un monsieur comme Mélenchon, qui n'a pas eu un seul mot pour Thomas, mais pas un seul. Ses lieutenants les plus fidèles n'ont pas eu un mot. Par contre, là, le réveil de l'ultra-droite, il y a eu 80 personnes à Romans-sur-Isère. Les lieutenants les plus fidèles, non, mais heureusement maintenant il a beaucoup de lieutenants infidèles. Alors, non, mais je le dis parce que François Ruffin, par exemple, a salué la mémoire de Thomas. C'est lieutenant fidèle, si vous voulez. Mais moi, je trouve ça absolument sidérant. C'est-à-dire qu'on essaie de nous faire fantasmer une extrême droite qui aujourd'hui ne menace personne. Je crois qu'il n'y a pas un mort de l'extrême droite en France. Il faut arrêter. Si, Federico Martin Aramburu, quand même, qui est mort en 2022. Mais tué par deux Vous avez raison, parce qu'on parle du rugby en ce moment, parce que Thomas était un jeune rugbyman, mais vous avez raison de rappeler Federico Martin Aramburu, qui était un rugbyman argentin qui a été tué à Saint-Germain-des-Prés. Romain Bouvier et Loïc Le Priol, deux militants du GUD. C'est pas vieux, parce qu'au fond, on pourrait croire que c'est lointain, mais il y avait la reconstitution, là, il y a quelques jours seulement, au mois de novembre. C'était en mars 2022, c'était il y a 18 mois. Donc, et il s'est fait tuer en plein Paris de plusieurs balles dans le corps. Donc si l'extrême droite tue, et vous l'entendez si vous voulez ou pas, c'est la figure de l'ultra-droite. L'extrême droite tue. On aimerait revenir quand même sur les profils. Pardon, juste quand même un mot. Quand même, on peut citer Loïc Le Priol, qui est soupçonné d'avoir tiré sur... Je ne sais pas si là, on va pouvoir avoir des photos, mais tout à l'heure, on a essayé, on n'y est pas arrivé. Mais Loïc Le Priol a fait partie, effectivement, du GUD, le groupe Union Défense, une organisation étudiante d'extrême droite qui a été dissoute. Je ne suis pas certain, vous voyez, par exemple, je ne suis pas certain qu'il y ait eu une récupération aussi forte à l'époque, quand ce rugbyman a été tué par des gens d'extrême droite un peu partout en France, que vous l'avez fait sur Thomas. Pardon à vous le dire. Il faut simplement rajouter un élément, c'est que c'était quand même à la sortie d'une boîte de nuit à l'époque. C'était à la sortie d'une fête de village, franchement là. C'était pas pour des raisons politiques, c'est ça que je veux dire. Même si je pense... C'était un bar. C'était un bar peut-être, mais c'était pas pour des raisons politiques. Même si, évidemment, lorsqu'on s'intéresse effectivement au profil des suspects, voilà, ils ont effectivement tout des militants d'ultra-droite fachos. Alors, est-ce qu'on peut revenir justement sur les profils? Parce que vous avez fait un article sur ces personnes-là qui étaient présentes donc à Crépol samedi soir, et notamment sur l'un des présumés instigateurs, dont le surnom est Gros Lardon. Qui sont ces gens? Alors, du coup, donc, sur les interpellés, il y en avait donc 17, comme a dit votre journaliste juste avant que j'arrive. Ça va de 18 à 36 ans. Il y en a notamment 9 qui ont 19 ans, donc c'est aussi des militants jeunes, quand même, à peine majeurs. Ils viennent un peu de toute la France, comme on l'a dit. Il y a 3 personnes qui viennent de Besançon, et nous, on les connaissait bien, on en parle dans l'article. C'est un peu des néo-nazis affirmés d'un groupe à Besançon qui s'appelle les Vandales Bessac. Après, il y en a 2 de Lyon, il y en a plusieurs de la région nantaise, il y en a quelques-uns de Paris, évidemment. Il y avait la division Martel, qui est un groupe pareil sur lequel Street Press a enquêté, et on a publié une enquête sur eux il y a à peine un mois. Et donc, dans cette division Martel-là, il y a donc le fameux Gros Lardon, qui serait, selon les informations qui étaient publiées hier, notamment sur les réseaux sociaux, Léo Rivière-Prost, qui est une personne qui était militaire, qui est parti de l'armée pour désaccord politique. Donc ça dit aussi, il est parti parce que c'était un grand fan du Troisième Reich et d'Adolf Hitler. Il a participé en fait lui aux événements de France-Maroc. Qu'est-ce que vous dites? Un léger désaccord. Un léger désaccord. Non, il a participé à France-Maroc l'année dernière. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était la tentative justement de militants du GUD, notamment qui n'a pas été dissous, qui s'est autodissous, mais qui est revenu là depuis un an. De s'en prendre physiquement à des supporters marocains. Exactement, parce que aussi là, il y avait eu depuis quelques jours. Ils ont été relaxés, je crois d'ailleurs.
Et ils ont été relaxés suite à un vice de procédure. En effet, il faut le dire. Non, mais il faut le dire, vous avez raison. La police les a interpellés alors qu'ils n'avaient pas le droit. Le contrôle d'identité était illégal. À partir de là, toute la procédure est tombée comme un château de cartes. Mais du coup, il y a quand même eu des perquisitions chez ces gens-là, des auditions. Et donc, Léo Rivière-Prost avait à ce moment-là confié que il aimait beaucoup le personnage d'Hitler parce qu'il fallait qu'il s'en défende vu qu'il était beaucoup dans son téléphone portable apparemment. Et du coup, il disait il a beaucoup aimé ce qu'il pouvait représenter. Alors quand les policiers un peu interloqués ont dit comment ça, lui il disait c'est quand même quelqu'un qui n'a pas fait tant de mal. Il a remis son pays sur de bons rails, en dehors des génocides. Et chez lui, on a retrouvé des drapeaux de la SS, des drapeaux nazis, des brassards nazis. Dans son téléphone, on a retrouvé des photos des militants de ces militants néo-nazis avec les brassards qui posent avec des armes. Il y en a même un qui, au final, s'est retrouvé Cette sur bande-là, évidemment, à qui Romans-sur-Isère. est terrible telle que vous nous la décrivez, ne fait absolument pas oublier, parce que je sais tout de suite ce que vous allez nous dire, mais alors, par rapport à Crépol, on a entendu ça depuis 48 heures, cette bande-là ne fait absolument pas oublier la bande de petits crétins à qui on doit, hélas, la mort de Thomas. C'est les jeux de crétins. Et ce qui fait peur, c'est... Là, on en revient à la phrase Pardon, on en revient à la phrase effectivement de Gérard Collomb tout à l'heure, c'est la France face à face avec... On a des extrêmes de chaque côté. Pardon de le dire, mais là, moi, ça me terrorise. Mais ce qui s'est passé, et il y a 8 jours, et ce qui s'est passé ce week-end, ça aurait très bien pu mal se terminer aussi, ce week-end. Par chance, ça, c'est pas si mal terminé que ça, mais ça aurait très bien pu mal se terminer. Les deux faits sont affreux. Laurent Ruquier... Vous avez raison, et encore une fois, on va rappeler la phrase de Gérard Collomb, elle est importante. Surtout que c'est un ministre de l'Intérieur, donc quelqu'un qui connaissait particulièrement bien ce sujet. Premier élément. Mais deuxième élément qui n'est pas inintéressant, c'est que ce n'est pas dans les mêmes proportions ce que vous dites. C'est-à-dire que cette menace dont on parle là aujourd'hui, elle est minime à l'égard du drame qui arrive à Thomas, à l'égard de l'insécurité grandissante dans ce pays. Moi, je crois que ces Français que vous voyez dans les rues avec les images, on essaie de nous faire croire que c'est des ratonnades ou quoi que ce soit. C'est aussi un cri du cœur parce que l'État s'est effacé. L'État a disparu. Pas la manif de samedi soir. L'État, si vous voulez, juste avant Thomas, il y a quand même Mourad qui a agressé, égorgé, tentative d'égorgement par un septuagénaire chez Christophe Bougnoul. Contrairement à la France Insoumise, et encore une fois, j'étais même interrogé sur ce plateau à ce sujet-là, moi, j'ai pas de mal à dire que Mourad, ce qui lui est arrivé, c'est dramatique. C'est ce qui s'est passé dans le Val-de-Marne. Exactement. Mourad, un jardinier qui a pris un scooter. Mais encore une fois, c'est pas les mêmes proportions que ce qui est arrivé à Thomas. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est dramatique. Mais il y a une agression toutes les 44 secondes dans ce pays. Il y a 120 attaques au couteau par jour. Ces drames-là, ils ont lieu tout le temps, malheureusement. Parce que, encore une fois, et je le répète, et c'est le sujet le plus important, l'État a failli. L'État ne protège de moins en moins les Français. Louis Morin. Les gens n'ont ras le bol. Louis Morin, et après Charles Consigny, et on donnera la parole au côté gauche. Je crois qu'il est important d'en revenir aux faits et effectivement de reprendre bien le poids des différentes menaces. En l'occurrence, il y a 1300 fichiers S pour radicalisation d'extrême droite en France. Il y a 2000 fichiers S pour radicalisation d'extrême gauche en lien avec l'environnement en France. Il y a 17 000 fichiers S pour radicalisation en lien avec l'islamisme en France. Voilà aujourd'hui le poids des différentes menaces sur les 30 000 fichiers S que comporte aujourd'hui la France. C'est important de le dire. Voilà, aujourd'hui, il y a évidemment une partie de la menace qui est une partie d'ultra-droite, et il ne faut pas le nier, Laurent, c'est une certitude. Mais ce n'est pas la menace principale auquel on est confronté. Mais personne ne dit ça. Je dis juste que ceux de samedi soir, on ne peut pas dire que ce soit, on va dire, une attitude exemplaire. Et il faut les surveiller. Voilà. Et ceux qui ont commis des délits et qui en commettent, que ceux de samedi soir qui ont débarqué à Romans-sur-Isère représentent effectivement une partie des Français, et là je vous suis, qui eux ressentent ressentent et vivent, vous voyez, je vais même plus loin que ce que disent certains, ressentent et vivent effectivement l'insécurité, qui parfois effectivement ont peur. Ça, je le conçois et je l'entends. Mais ne me faites pas dire, ne me dites pas, surtout parce que j'ai cru vous entendre dire ça, que ceux qui étaient samedi soir à Romans-sur-Isère représentent ces Français-là. C'est pas vrai. Ils en ont aussi ras-le-bol, ces gens-là. Non, vous pensez pas? Et moi je vous dis, ils ont envie aussi. Ça interpelle, c'est-à-dire qu'on sait. Vous voulez que je cite ce qu'il y avait sur leur téléphone portable? Ils ont envie de se taper du bougnoul. Laurent Ruquier, je suis très pardon. Laurent Ruquier, j'ai Twitter, contrairement à Madame Hidalgo, j'ai vu tout ça. Bon. Je les ai tous vus, ces trucs. Merci. Ça, il n'y a pas de souci. Simplement, ce que je vous dis, c'est que on a des dizaines de policiers qui nous témoignent le fait qu'ils n'arrivent plus à rentrer dans les cités. On a des affaires de justice absolument scandaleuses tous les jours. Et là, par contre, quand c'est l'ultra-droite, médiatiquement et au niveau de la justice, c'est d'une efficacité sans précédent. C'est-à-dire que les types sont déjà en prison.
Et là, il y a personne qui a dit. C'est une comparaison doucement. immédiate. Parce qu'ils ont été chopés sur place. Les autres se sont enfuis. Tout le monde, Exactement. on sait très bien. Dans l'autre, il y a une enquête. Pablo, Les autres se sont enfuis et ils les ont rattrapés. Oui, mais non, mais tout le monde. Charles Consigny. Non, je crains d'être un peu d'accord avec ce que dit mon voisin sur le sujet. Je pense en effet que la justice sur ce sujet-là, elle est particulièrement diligente et sévère parce qu'il s'agit de l'extrême droite d'une certaine façon, même si en réalité, je vous souhaite pas de comparaître devant un tribunal correctionnel. Elle est très dure avec tout le monde, la justice. Mais cette radicalisation de la jeunesse, moi, je trouve que c'est un phénomène intéressant. Je pense en effet qu'il y a une radicalisation à droite de la part de jeunes qui ont le sentiment que l'État a perdu le contrôle de certaines parties du territoire. Ça, je crains que ce sentiment de perte de contrôle alimente l'adhésion à l'extrême droite. Et c'est pour ça d'ailleurs que, contrairement à ce que dit Stanislas Rigaud, il y a une vraie parenté entre ces jeunes qui étaient avec des battes de baseball dans la rue et les partis d'extrême droite, dont Reconquête. Je crains que tout ça participe de la même nébuleuse. Vous avez aussi une radicalisation à gauche avec les Black Blocs, avec ce type de personnages. Vous avez une radicalisation islamique chez les jeunes musulmans. Et donc, en fait, ce qu'on voit en filigrane, pour le coup, c'est que les Français ne savent plus à quel sein se vouer. On a des jeunes Français qui on n'arrive plus à se projeter dans ce qui devrait être le récit qui les porte, qui serait le récit français, un projet collectif français. Chacun va se projeté dans un projet, dans un récit extrémiste à un bord de l'échiquier. Donc là, je trouve que la responsabilité, pour le coup, elle incombe, et j'en termine par là, à nos gouvernants, aux responsables politiques, qui aujourd'hui ne savent plus faire rêver cette jeunesse qui a envie de quelque chose de fort. Pablo Piovive. Et Louison, qui n'a pas beaucoup parlé ce soir. Je trouve, oui, après je lui céderai la parole, mais je vais très rapidement, mais je trouve très problématique de mettre à égalité tout ce que Charles appelle les extrêmes. Parce que, en fait, ce qui meut l'extrême droite et ce qui meut la gauche, c'est pas du tout la même chose. Ce qui meut la gauche, c'est les causes de l'égalité. Ce qui meut l'extrême droite, c'est précisément l'inégalité naturelle. C'est-à-dire qu'en fait, il considère l'extrême droite considère que les êtres humains sont inégaux en fonction de leur essence culturelle. Quand vous dites ceux qui meut la gauche, vous ne parlez pas de la bande qui a fait parce que M. Rigaud comparait, il parlait de l'extrême droite et puis après il disait ah oui mais Mélenchon, nanana. Bah oui. Ce qui meut Mélenchon, c'est la cause de l'égalité. On peut ne pas être d'accord avec ses propositions, on peut ne pas être d'accord avec la façon dont il s'exprime, mais c'est l'égalité. Ce qui meut Éric Zemmour et Marine Le Pen, c'est l'inégalité naturelle, c'est-à-dire de dire ah bon, vous êtes un étranger, donc vous êtes moins qu'un Français. Vous êtes un issu de l'immigration, donc vous êtes moins qu'un Français de souche, et ça, c'est absolument scandaleux et c'est inacceptable dans la France républicaine qui doit porter l'égalité. Pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur la rapidité de la justice actuellement, sur ce que seraient ces jeunes gens d'extrême droite, moi je me rappelle de ce qu'a été la justice en juillet sur les comparutions immédiates après les émeutes consécutives à la mort de Naël. On ne peut pas dire que ça a été particulièrement laxiste et lent. Il y a eu des peines très sévères de ferme. Il y a eu des choses qui... On ne peut pas dire qu'il y ait deux vitesses et deux poids, deux mesures. Au contraire, vous dites bien, la comparution immédiate, ce n'est pas un truc auquel on a envie de... Là, en l'occurrence, ils sont chopés. On avait dit que la justice avait été particulièrement rapide quand même, juste après les émeutes. Elle avait été beaucoup plus rapide et beaucoup plus sévère qu'habituellement. C'est ce qu'elle dit. Oui, non, mais c'est-à-dire que le deux poids, deux mesures, il faut le voir Si on est précis, moi je suis effaré comme Laurent. Je suis effaré par cette manif que je trouve totalement effrayante sur le plan historique. Mais pour des faits similaires, vous auriez eu une simple manifestation fut-elle extrémiste avec des slogans extrémistes, etc. Je ne pense pas que vous auriez eu les mêmes peines si ça avait été, par exemple, une manifestation d'extrême gauche. Mais parce que c'est pas la même chose. La justice, le racisme n'est pas puni de la même façon que de dire l'égalité pour tous. On parle de gauche en permanence, Pablo Yvien. La justice, elle est au cœur des débats dans cette affaire. Parce que la réalité, c'est que si vous avez aussi une radicalisation d'extrême droite, c'est que vous avez de plus en plus de Français qui ont l'impression que la justice ne sera pas réellement rendue, que le meurtrier de Thomas risque d'être condamné simplement à quelques années de prison et ressortir quelques années plus tard avec un aménagement de peine. C'est en tout cas le sentiment des Français et c'est d'ailleurs le sentiment qu'on a eu tout à l'heure d'un des témoins qui évoquait ce sujet sur BFM TV. Je pense que le mot important à souligner, c'est impression. Il y a toujours eu l'extrême droite, il y a toujours eu des gens qui pensent qu'on est en train de leur voler leur pain sous le nez alors que c'est pas le cas. Et il y a toujours des gens sur qui des gens comme vous et votre patron ont tendance à mettre quelques braises pour que ça repasse assez vite. Louison, vous avez raison de dire qu'il y en a toujours eu, mais les faits sont là et les sondages sont là.
un sondage Cevipof de cette année, sondage d'avril 2023. Le Cevipof, on ne peut pas les accuser d'être des dangereux droitards. Cevipof qui disait le taux de confiance dans la justice s'effondre à 44% en 2023. C'est le plus bas niveau. Oui, mais est-ce que c'est le taux, est-ce que c'est le taux de confiance dans la justice pénale? Si c'est le taux de confiance dans la justice, c'est le taux de confiance dans la justice. Il était à 52% en février 2015. Oui, mais donc il s'effondre. Mais parce que c'est aussi il perd considérablement. C'est une administration qui ne fonctionne plus. C'est une administration. C'est bien le problème. Christophe Cécile Garnier, il y a mais plus pas la justice pénale. La justice pénale. Sans chiffres, globalement, il y a plus de néo-nazis qu'avant. Alors oui, enfin. Oui, en tout cas, ils se montrent plus. Ils se montrent plus. Il y a, c'est vrai, une tendance aujourd'hui à beaucoup plus de radicalité politique. Par exemple, je disais, on parlait là du GUD qui s'était autodissous et qui finalement est revenu. C'est assez symbolique d'une certaine extrême droite. De 2010 à 2020, il y a eu un courant, les identitaires, qui était en majorité, qui était le grand acteur groupusculaire de ce côté-là de l'extrême droite, par rapport à un GUD qui était justement en perte de vitesse et qui a amené au fait qu'il soit autodissous. En gros, les identitaires étaient en verve et les néo-nazis étaient en berne. La dissolution en fait du gouvernement de génération identitaire en 2021 a amené les identitaires à partir au parti d'Éric Zemmour. Il y a plusieurs cadres qui y sont allés, mais du coup a laissé en fait tout un champ politique assez vide sur lequel se sont engouffrés les nationalistes révolutionnaires. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément d'anciens militants identitaires, de génération identitaire, qui ont choisi la voie de la violence parce qu'en fait, c'est le truc à la mode aussi. Il y a plein de petits groupes qui se montent en France parce qu'ils voient un peu que, il y a la division Martel ou le GUD qui bouge à Paris, ils font leur promotion. Mais il reste minoritaire. Quand on reprend les chiffres, 3300 environ. En effet, mais il y a aussi plein d'agressions aussi dont on parle pas. Par exemple, il y a eu une attaque raciste d'un lycée à Victor Hugo, à Paris, le 20 avril dernier. On n'en a pas entendu parler jusqu'à ce que l'enquête de police fasse son chemin et que les meneurs soient interpellés. Mais personne n'en avait entendu parler jusqu'alors, alors que c'était quand même, il y avait des vidéos, ce genre de choses. Mais les victimes qui étaient des jeunes personnes racisées n'avaient pas voulu porter plainte. Pourquoi? J'en ai parlé à certaines. Parce qu'ils avaient peur de la justice. Ils avaient peur de la police. Donc en fait, ils n'ont pas voulu aussi médiatiser ça. Il y a peut-être aussi ce genre d'agression raciste dont on parle pas parce qu'en fait, les personnes ont peur en fait aussi en France de la part de ces militants. Et les militants néo-nazis qui étaient à l'origine de cette agression raciste, c'est les mêmes qui étaient aussi à Crépol. J'ai reconnu certains noms. Le Gros Lardon dont on a parlé, Léo Rivière-Prost, fait partie de cette division Martel. Donc voilà, c'est aussi des groupes qui, mine de rien, là, ils avaient tué personne devant Victor Hugo, mais ils ont quand même agressé des personnes, les ont traumatisés à vie, et ça aurait pu, en fait, aussi être un drame. Comme ça aurait pu effectivement mal tourner. Merci Christophe Cécile Garnier. Merci aussi à Stéphane Rigaud d'avoir accepté notre... J'ai du mal avec les prénoms, décidément. Vous avez raison, c'est important de donner les prénoms. Oui, en plus. Et les bons. Stanislas, effectivement, merci, pas Stéphane Rigaud. Et moi, c'est Laurent. Je vous en prie. Et c'est bien Julie Hamet avec qui vous allez rester jusqu'à 22h. Moi, je vous dis à demain 20h.